Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'éducation nouvelle. C'est un grand mouvement plus si neuf que cela puisqu'il s'épanouit dès l'entre-deux-guerres. Il est encore bien présent et on va en parler aujourd'hui à hauteur de salle de classe avec l'invité du grand oral, Cécile Morzadek. L'anti-sèche d'Emma Guessel ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est un anniversaire, celui de la mort du général. Et oui, il n'y en a qu'un. Quand on dit le général, c'est le général de Gaulle, figure emblématique des programmes scolaires. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Connaissez-vous le roundnet? Non, eh bien c'est normal, c'est encore méconnu et pourtant c'est un sport extrêmement ludique venu d'outre-Atlantique. Et puis enfin, on retrouvera Marie-Olivier pour son cours particulier. Aujourd'hui, direction le Togo pour un projet qui vise à l'autonomisation des jeunes et des femmes. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti! Il y a des noms de professeurs que l'on croise et que l'on recroise sur les sites spécialisés, sur les réseaux sociaux, dans des publications, sans pour autant qu'ils cherchent spécialement à se mettre en avant, mais parce qu'ils racontent ce qu'ils font, qu'ils participent au débat, ils ne donnent pas de leçons, souvent ils partagent des questions, beaucoup plus que justement d'essayer de donner des leçons. Et c'est le cas de celui de Cécile Morzadek. Bonjour Cécile. Bonjour. Professeure d'espagnol au lycée, doctorante en histoire de l'éducation également. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va parler de plein de sujets autour de la pédagogie, autour de l'éducation nouvelle, mais c'est vrai que le déclencheur de cette invitation, ça a été un article tout récent sur le site du Café Pédagogique sur Babel, qui est un projet Erasmus que vous avez monté. Vous en avez monté plusieurs. Maintenant, il y a aussi une bibliothèque humaine. D'où cette idée? Alors, on se dit, prof d'espagnol, Erasmus, les langues, c'est assez logique. Mais enfin, malgré tout, tous les enseignants ne montent pas des projets Erasmus. Comment s'est né tout ça? Je pense que c'est un peu une histoire de rencontre et puis aussi de curiosité de ma part. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé découvrir des nouvelles choses et puis faire des rencontres un petit peu partout, notamment profiter de tout ce que peut nous offrir le net. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée sur un blog d'une collègue d'espagnol en Belgique il y a peut-être 10 ans qui avait une approche que je trouvais extrêmement intéressante. On s'est rapprochés. Et puis, en fait, c'est un peu l'histoire d'une rencontre. À partir de là, on a commencé à monter des projets entre nous. On a commencé par des projets e-twinning, qui en fait sont des projets... Alors e-twinning, c'est twin comme jumelage, voilà, c'est ça. E comme électronique, donc c'est le... Oui, en fait, c'est un petit peu les nouveaux projets européens qui étaient lancés quoi, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années? E-twinning, c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein. Je pense qu'il y a 20 ans que ça existe, les projets e-twinning. C'est un peu l'idée de la correspondance qui existait auparavant, notamment, puisqu'on parle d'éducation nouvelle, via la pédagogie Freinet, voilà. Ouais. Mais c'est une correspondance un peu remise au goût du jour, avec une plateforme européenne qui s'appelle l'e-twinning, sur laquelle il y a des millions de professeurs maintenant, et un espace pour les élèves qui s'appelle le Twin Space. Donc en fait, c'est l'espace pour les élèves, pour en fait qu'ils puissent échanger, collaborer entre eux. Voilà. Quand on dit correspondance, et quand on parle de Freinet, c'est au sens propre du terme. C'était cette idée de, au lieu de vous faire écrire dans le vide, au lieu de vous faire écrire pour le maître ou la maîtresse, on va écrire à un être humain, et cet être humain est un de vos semblables, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'idée d'authenticité. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une communication authentique et qu'on ait vraiment conscience ou qu'on fasse prendre conscience aux élèves qu'ils travaillent la langue pour entrer en communication avec d'autres et que cette communication, elle ait une dimension authentique, et vivante. donc ça les engage, voilà. ça répond à la question à quoi ça sert d'apprendre ma grammaire ou voilà, mon vocabulaire, ou à m'intéresser à la culture avec les effets de contexte, donc ça a un effet direct. Le premier projet que vous montez, il s'appelle Babel. Alors non, le premier projet que j'ai monté, en fait j'ai monté plein de projets. Ouais. D'abord j'ai commencé avec des projets e-twinning, donc avec cette collègue là dont je parle, et puis d'autres collègues également, et ensuite on est passé un peu à la dimension au-dessus, c'est-à-dire qu'en fait le projet Erasmus, on utilise cette plateforme e-twinning comme espace de travail, d'échange entre collègues, entre élèves, mais c'est plus complexe dans la mesure où en fait il y a un aspect financement Erasmus, on doit monter un gros projet, un gros dossier, pardon, et à partir du moment où en fait le dossier est accepté, on obtient un financement qui nous permet d'organiser des mobilités. Les mobilités Erasmus, ce sont des mobilités pendant lesquelles les élèves de différents établissements étrangers se rencontrent pendant une semaine. C'est le voyage scolaire revisité, quoi. C'est le voyage scolaire revisité parce que ça s'appelle vraiment une mobilité. On insiste beaucoup là-dessus, dans la mesure où, en fait, par exemple, c'est pas une classe qui rencontre une classe. On n'est pas sur de l'échange scolaire. On est un peu sur l'idée de délégation et d'élèves ambassadeurs. C'est-à-dire que là, par exemple, très concrètement, là, dimanche, je vais partir en mobilité Erasmus en Espagne avec mes élèves, mais j'emmène que 6 élèves. D'accord. Pourquoi 6? C'est les ambassadeurs de la classe de Cécile Morzadek. C'est ça. Pourquoi 6? Parce qu'en fait, on travaille avec 5 établissements scolaires en tout. Donc à chaque fois qu'on se déplace, à chaque fois qu'on se déplace, si chacun amène 6 élèves, ça en fait 24. Et vous amenez, pardon de la question, elle est naïve, mais vous amenez forcément les meilleurs élèves ou vous amenez un peu de tout? Ouais, quand même. Alors, c'est la première question que me posent les élèves au début de l'année quand je leur présente. J'ai une âme d'élève, mais sinon je ne serais pas là. Et en réalité, non, je leur dis, alors moi, c'est aussi mon positionnement, puisque je suis dans les mouvements d'éducation nouvelle, etc. L'idée, c'est en fait que ce ne soit pas du tout réservé aux meilleurs élèves, que ce soit réservé aux élèves qui montrent une motivation, qui vont vraiment être ambassadeurs, donc qui vont incarner un peu les valeurs du projet.
Et en réalité, c'est assez compliqué de trouver des élèves. Enfin, souvent, les collègues me disent, mais comment tu fais pour sélectionner 6 élèves ? En réalité, c'est assez compliqué de les motiver à partir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont pendant 7 jours dans une famille d'accueil, en Espagne, par exemple, là, pour la prochaine mobilité. Mais ça peut être en Italie, en Belgique, etc. Et ils sont en immersion totale dans la famille. C'est-à-dire ils sont seuls dans une famille en immersion totale. Et avec des élèves de 15 ans... Ils ont quel âge ? Ils ont 15 ans. Ils sont en seconde, c'est ça ? Ils sont en seconde. En fait, c'est compliqué. Et c'est là que moi, je me rends compte de l'importance d'ouvrir un peu l'école à ces projets européens, parce qu'en fait, nos élèves actuels... Alors certains me disent oui, peut-être que c'est lié au confinement, au Covid, etc. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. On va continuer à parler de ça, de l'autonomie des élèves. On va surtout juste après parler de leur expression, de l'oralité, parce qu'évidemment, en une semaine, ils vont plus parler espagnol qu'en une année de cours chez vous. Enfin, chez vous. Oui, c'est sûr, mais par la force des choses. En fait, je n'oublie jamais, malgré tout, qu'il n'y en a que 6 qui partent. Oui, qu'est-ce qu'on fait des autres ? Voilà. On va en parler alors juste après. En tout cas, cette idée de s'appuyer sur l'expression, vous l'avez rappelé, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Entre autres, elle remonte à Célestin Freinet. Retour avec Cécile Morzalek, mais pour le moment, si vous le voulez bien, l'anti-sèche. Emma Guessel. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Emma Guessel, bonjour. Bonjour. Actualité, on l'a dit en introduction, c'est un anniversaire. L'anniversaire de la mort du général. Et quand on dit le général, c'est Charles de Gaulle, décédé le 9 novembre 1970. Personnalité évidemment incontournable du XXe siècle et que l'on retrouve bien évidemment dans les programmes scolaires. Bien sûr, grand homme politique. Avec sa biographie, on traverse une partie très importante de l'histoire de la France. Celle de l'après-guerre, de la reconstruction du pays, de son passé colonial. Bref, c'est gigantesque. Alors je vais essayer dans cette chronique de rappeler les moments forts de sa vie d'homme politique. Et on va commencer avec la Seconde Guerre mondiale, bien qu'on pourrait tout à fait commencer avant. Ben voilà, déjà, même la première, De Gaulle combat déjà lors de la Première Guerre mondiale, il est très patriote, il sera sous les ordres d'un certain colonel Pétain, qui deviendra le maréchal qu'on connaît. Entre les deux hommes, ça partait bien au début, et puis ils ont fini par plus s'aimer du tout, pour plein de raisons, et la principale, c'est qu'ils représentaient à eux deux idées complètement différentes de la France. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Pétain signe l'armistice, ce sera le début du régime de Vichy, mais pour De Gaulle, hors de question de capituler. Il décide de poursuivre le combat et s'exile en Angleterre. Et c'est depuis Londres qu'il prononce un de ses plus célèbres discours, un des plus célèbres discours de l'histoire d'ailleurs, qu'on va nommer l'appel du 18 juin 1940. Discours où il encourage à poursuivre le combat. Ce sera le début de la résistance qui œuvrera tout au long de la guerre. Je fais volontairement un bond en avant car on est qu'au début de sa très longue carrière politique. Le 26 août 1944, il descend les Champs-Élysées. C'est la libération de Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Exactement, voilà ce qu'il dira. Et quelques jours plus tard, il prendra la tête du gouvernement provisoire. Mais ce n'est pas vraiment encore son moment. Lui, ce qu'il veut, c'est un pouvoir exécutif fort. Il ne veut pas être réduit à inaugurer les chrysanthèmes, comme il dira. Mais au début, ça ne prend pas. Il fonde un parti, le Rassemblement du peuple français, qui très vite décline. En 1953, De Gaulle décide de se retirer de la vie politique et il entame ce que Malraux appellera sa traversée du désert. Voilà, 5 ans. Ce n'est pas non plus une traversée trop longue, mais enfin quand même, 5 ans de traversée du désert, après lesquels il revient en force. Mais oui, il est rappelé à la présidence du Conseil en 1958 pour régler la question algérienne. À ce moment-là, la France et l'Algérie sont en pleine guerre. On appelle donc De Gaulle à la rescousse pour régler le conflit. Il chargera ensuite Michel Debré de rédiger une nouvelle constitution qu'il fera approuver par référendum. Et en janvier 1959, il devient le premier président de la Ve République, qui est le modèle que nous connaissons encore aujourd'hui. Le principal changement avec la Troisième et la Quatrième, c'est notamment le rôle beaucoup plus important du président, qui, à partir de 1965, sera élu au suffrage universel direct. Et il sera président de Gaulle de 1959 jusqu'à 1969. 10 ans d'évolution majeure pour la France et un autre référendum, mais c'est toi qui va moins bien lui réussir. Oui. Bon, alors déjà, au début, en 62, il réglera bien la question algérienne, puisqu'il fera signer les accords d'Évian qui donnent l'indépendance à l'Algérie. Peu à peu, d'autres pays suivront. Ce sera la décolonisation. De Gaulle voulait renforcer le rôle de la France aussi. Il voulait restaurer la puissance française dans le monde. Il fera en sorte que la France ait un rôle prédominant dans la construction de l'Europe. Il soignera l'amitié franco-allemande. Là, c'est les photos avec Adenauer, main dans la main. Il sortira aussi de l'OTAN en 1966 parce qu'il refusait de voir la politique nucléaire américaine dominer l'organisation. Bref, il posera les bases de
la Ve République et de cette France de l'après-guerre qu'il fallait reconstruire. Et ça se complique en revanche en 1968 avec les événements de mai qui vont peu à peu signer la fin de sa carrière. Enfin ça et un référendum en 1969 sur la décentralisation. Tout à fait, donc il y aura des manifestations. 10 ans ça suffit, voilà ce que crient les manifestants qui déambulent à Paris à ce moment-là. Il décidera de dissoudre l'Assemblée et en ressortira gagnant puisque les gaullistes sortiront renforcés au Parlement après les législatives, mais ça sera de courte durée car un an plus tard, vous l'avez dit, il lancera un référendum sur la régionalisation qui sera perçu par les Français comme un plébiscite pour ou contre De Gaulle. Le non l'emporte et De Gaulle démissionne dès le lendemain. Il passera la dernière année de sa vie à Colombey, les Deux Églises, en Haute-Marne, où il décédera donc à l'âge de 79 ans, le 9 novembre 1970. Merci beaucoup. C'est pas évident de résumer en 3 minutes. Ouais. Cécile Morzadek, Grand Oral. La pédagogie Freinet dont on parle entre autres avec Cécile Morzadek, en tout cas on l'a évoqué, cette pédagogie qui nous vient du nom de Célestin Freinet, qui était un des promoteurs entre 1920 et 1966 de l'éducation dite nouvelle. Quand on pense à lui pourtant, Cécile Morzadek, on pense plutôt à l'école primaire. Oui, c'est parce qu'il avait l'école, il avait créé cette école à Vence notamment, puis avant il était institut Freinet en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en réalité, pour mettre en œuvre vraiment la pédagogie Freinet, il faut a priori être plutôt seul dans sa classe avec une certaine flexibilité de l'emploi du temps, puisqu'on donne beaucoup la parole aux enfants, et donc ensuite, il faut faire en sorte que cette parole, elle puisse s'exprimer à des moments particuliers de l'emploi du temps, chose que dans le second degré, on n'a pas forcément. Et alors comment vous faites? Parce que est-ce que j'ai le cours Freinet avec Cécile Morzadek, et puis alors le reste du temps, j'ai des cours traditionnels, ou est-ce que dans votre établissement, il y a une forme de, si ce n'est d'homogénéité, mais du moins de dialogue entre les enseignants pour que les élèves s'y retrouvent? Alors déjà, dans un premier temps, je ne dirais pas forcément que je fais de la pédagogie Freinet, dans le sens où en réalité... moi j'aime bien l'idée de bricolage. Voilà. Donc vous piochez dans Freinet certaines briques de votre approche, et puis à d'autres moments c'est aux besoins plus traditionnels, etc. Oui, en fait, je pense qu'effectivement c'est ce que disait. L'autre jour, je reviens de la Biennale internationale de l'éducation nouvelle, et on a vu une conférence de Bernard Charlot que j'ai trouvé très intéressante. Grand chercheur en sciences de l'éducation qui était prof à Paris. Je ne l'avais jamais rencontré, et dont la conférence était passionnante, et il posait la question: existe-t-il une pédagogie contemporaine? À savoir, est-ce qu'on invente des trucs aujourd'hui? Voilà, les grandes pédagogies sont plutôt dans le passé, et finalement maintenant qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'il y a encore une pédagogie contemporaine? Et il parlait de bricolage. Et moi je me retrouve assez là-dedans, parce qu'en réalité je dirais pas que je suis dans une approche Freinet, purement Freinet, je suis plutôt dans cette idée de bricolage. Par exemple, la preuve, les projets Erasmus, c'est vraiment du bricolage entre la pédagogie de projet, de la pédagogie un peu Freinet, dans la mesure où on cherche quand même l'authenticité aussi des échanges entre les élèves, l'expression authentique des élèves, etc. Ça c'est très Freinet. Mais on est aussi en train de travailler avec des collègues européens qui ne sont pas du tout dans la pédagogie Freinet. Donc en fait, d'ailleurs, ça se passe comment avec les autres collègues? Les traditions sont très différentes d'enseignement. Oui, en fait, on découvre... Qu'est-ce que vous avez découvert? On découvre en fait que finalement, dans pas mal de pays européens, l'approche de l'apprentissage des langues est assez différente. Par exemple, en Espagne, moi je remarque que les collègues travaillent beaucoup à partir de manuels scolaires. Donc en fait, quand on travaille en projet avec eux, c'est assez compliqué de se sortir de leur manuel scolaire, et en fait, ils ont du mal à intercaler des ateliers qui seraient vraiment liés à notre projet Erasmus, puisque ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, on travaille toute l'année autour du projet et pas juste au moment des mobilités. Bien sûr. La mobilité, c'est la cerise. Enfin oui, c'est le Alors après, là, le si point d'orgue. on parlait de Freinet encore, finalement, dans Freinet, il y a l'idée de se passer de manuels scolaires, et en fait, on voit qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de pays qui travaillent vraiment sur les manuels, qui suivent les manuels scolaires, chose que moi, en France, je ne fais pas, et chose que ma collègue en Belgique ne fait pas du tout. Et en Belgique aussi, il y a moins de poids des examens. Donc en fait, ça leur donne une plus grande liberté, une plus grande créativité. Donc on sent des différences comme ça. Et moi, de mon point de vue, c'est vraiment intéressant de se décentrer et de rencontrer les collègues européens pour voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre la France et puis les autres pays. Ouais. Raison sans doute pour laquelle c'est pour des élèves de 15 ans et des élèves de seconde, parce que plus les épreuves, et notamment le bac, approchent, moins c'est possible, voilà, c'est ça? Exactement. Là, il vous dirait, Madame Morzadek, vous êtes sympa, mais... Voilà, alors moi j'ai déjà fait l'expérience de projet avec des premières à l'époque où il n'y avait pas encore eu la réforme du bac, et il me semble que c'était encore faisable, mais là, à partir du moment où on a commencé à être vraiment dans la logique Parcoursup, j'ai arrêté de le faire avec des élèves de première et je me suis recentrée sur des élèves de seconde, exactement pour cette même raison. Voilà. En lisant un entretien que vous avez donné tout récemment, je faisais cette remarque parce que je l'ai vu ailleurs, on en parle régulièrement sur School TV, qu'il y a que le monde d'après le Covid, j'entends, il y a un point sur lequel il semble exister un tout petit peu, c'est qu'on a appris à se parler. À l'école, à l'oral, j'entends, notamment avec les parents, mais également avec les élèves. L'oralité a repris une place importante. Et vous, c'est également ce que vous promeuvez très fortement dans votre enseignement et avec tous ces dispositifs Erasmus. L'oralité, vous voulez dire après... Le fait de se parler, et pas que le fait... et vous pensez que c'est lié au confinement ?
Je pense que vous avez dit, vous notamment, que le confinement vous a obligé à réfléchir sur la façon de créer des liens à distance et que sans lui, on serait resté à des échanges écrits. Ah oui, d'accord. Alors, c'est vrai que, oui. Alors, c'est vrai que par exemple, en moment du confinement, c'est vrai que nous, dans nos projets européens, on a été obligés de se réinventer puisqu'on s'est retrouvés complètement coincés. Et on s'est rendu compte que finalement, les échanges écrits via les plateformes dont je parlais tout à l'heure, eTwinning, c'était pas suffisant. Et on cherche toujours des solutions pour travailler l'oralité à travers des projets européens qui remplaceraient un peu la correspondance. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à faire réaliser aux élèves des sortes de conversations qu'ils pouvaient enregistrer. Et dans notre projet Babel, on avait essayé de mettre ça en œuvre. C'était vraiment intéressant parce que les élèves, là, vraiment prenaient conscience qu'ils étaient directement en contact avec d'autres. Mais c'est quand même assez complexe à mener. Et finalement, c'est vrai que d'une certaine façon, rien ne remplacera jamais la communication en face à face et les mobilités où les élèves vraiment, en fait, se rendre compte de ce que ça veut dire apprendre une langue. Et d'avoir quelqu'un en face de soi. Je ne vous ai pas laissé répondre à la question que moi-même je vous ai posée sur comment, du point de vue de l'élève, s'articulent les différents enseignements. Alors vous m'avez dit, moi je ne fais pas que du freiné, donc c'est pas si compliqué que ça d'aller au cours d'après. Mais quand même, est-ce que ça ne requiert pas une approche un peu coordonnée au sein des équipes éducatives? Alors moi, c'est vrai que dans mon établissement, j'ai commencé en 2014 à monter un projet de classe un peu différente avec une pédagogie qui se voulait... un peu inspiré de la pédagogie Freinet ou des pédagogies coopératives, avec une approche de l'évaluation un peu différente, où on n'évalue plus avec des notes, mais avec des compétences, par exemple. Et donc, c'est vrai que je pense que ce travail en équipe m'a permis de me sentir plus à l'aise avec des approches un peu... m'autoriser à tester des choses un petit peu différentes, ce qui ne veut pas dire que dans mes autres cours, avec d'autres classes qui ne sont pas les classes de cette équipe, je ne m'autorise pas maintenant à faire des choses un peu différentes aussi. Et en réalité, je pense que comme j'étais en recherche depuis très longtemps, finalement, ce travail en équipe, ça peut un peu être une sorte de laboratoire qui nous permet un peu de... Pour vous aussi. Pas que pour les élèves, c'est ça que je voulais vous entendre dire. On apprend, on évolue. Il y a une biennale internationale de l'éducation nouvelle. Vous venez de la citer, c'était il y a une dizaine de jours. La 3e édition vient de se... Alors, 3e édition de la nouvelle formule, parce qu'on avait eu déjà dans les années 20 des grandes rencontres de l'international de l'éducation nouvelle. Mais la 3e vient de se terminer. Vous y étiez. On en parle après la récré. Et la récré, c'est avec Emma. Rebonjour Emma. Rebonjour. Petite heure de la récré, vous nous parlez aujourd'hui d'un sport assez méconnu en France, le round net. Le round net, et pourtant méconnu, mais ça vaut le détour. Alors premier, je me moque pas, mais quand même. Alors dans une autre émission de School TV, ils avaient parlé du Quidditch, qui se pratique réellement, vous savez, avec des balais et tout. Ouais. Et ben là aussi, je trouve ça très cocasse. Alors c'est pas avec des balais, mais c'est avec un trampoline. Wow. En gros, il y a 2 équipes, et chaque équipe est composée de 2 joueurs. Ils doivent se faire des passes avec une balle, mais après un maximum de 3 passes, ils doivent absolument faire rebondir la balle sur le trampoline avant de pouvoir se refaire des passes, vous voyez le truc. Alors en réalité, je rigole, mais c'est super sérieux et c'est pas simple du tout, surtout. Il faut des réflexes, de la rapidité, de la précision, de l'anticipation. Bref, regardez. Montrez, ouais. Je vous ai trouvé une petite démo. Il a perdu le monsieur. Vous avez vu comme c'est physique? Waouh. On dirait que c'est simple, mais en fait pas du tout. Alors c'est très sérieux comme jeu, il y a même eu le Je veux pas être désagréable, mais quand vous le racontiez, ça avait l'air plus facile. Ouais. Oui, mais parce que j'essaie de vous embellissez allez-y, mais oui. Cool. Alors il y a même eu le premier championnat du monde de round net, je sais pas comment dire, en septembre dernier. Ça s'est déroulé en Belgique avec près de 400 joueurs venus de 33 pays différents, quoi. Et qui a gagné? Les Américains. Toutes catégories confondues, femmes, hommes et mixtes. Juste derrière, il y a l'Allemagne, puis le Canada, l'Autriche et la Suisse. Ça vous dit de vous y mettre? Moi, je ferai les commentaires. Il passe des blagues, c'est extraordinaire pour Marine Plantac. Ah non. C'est mon rêve de toujours. Marine, je suis sûre qu'elle serait très forte, Marine Plantac, à ça. Ouais, je le sens aussi. Marine, c'est vous qui allez nous faire le round net. Merci beaucoup, Emma. Suite du Grand Oral, on retrouve Cécile Morzadek. Où en sont ces pédagogies que l'on dit nouvelles ou innovantes, alors que leurs racines, pour certaines, remontent au XVIIIe siècle? On en parle avec Cécile Morzadek, professeure d'espagnol en lycée. Il y a 2 films qui sont sortis en cette rentrée, L'école est à nous et La cour des miracles, qui donnent un petit peu l'impression d'une montée en puissance des pédagogies actives, des pédagogies dites innovantes. Est-ce que vous sentez cette montée en puissance, vous qui êtes au premier plan? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en 2022, c'est entre guillemets plus facile qu'en 2014?
Alors moi, ce qui me frappe parfois, c'est plutôt le fait qu'on présente encore ce type de pédagogie comme innovante. Ouais, voilà. Parce que comme moi, je suis vraiment ancrée dans les mouvements pédagogiques et que j'ai fait les 3 biennales en fait d'éducation nouvelle. Vous avez lu Rousseau, Pestalozzi, Makarenko, des frères, tous les autres, et vous savez que ça a au moins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parfois étonnant qu'on ne reconnaisse pas suffisamment notre héritage pédagogique. Et moi, je pense que parfois, on aurait vraiment intérêt à retourner un petit peu voir ce qui se disait. Dans ces mouvements pédagogiques et ce qui se dit encore, parce que finalement là tout l'enjeu c'est de continuer à avancer, de ne pas se contenter de regarder de se retourner vers le passé. Et donc finalement toutes ces propositions qui semblent innovantes, en réalité elles sont complètement dans la ligne directe de ces pédagogies nouvelles. Voilà. Vous avez exprimé récemment une forme d'irritation face à, alors vous les appelez pas comme ça, mais c'est moi un petit peu les messieurs Jourdain de l'innovation. C'était notamment à propos de la classe inversée, en des gens qui ont l'impression justement de réinventer, alors que ça date d'il y a longtemps. Ça vous irrite un peu, non? Alors, je pense que j'ai eu une phase où j'étais facilement irritée par ce genre de choses, mais j'ai appris en fait à accueillir des opinions. J'accueille la différence. Parce qu'en fait, je découvre les vertus de la démocratie par Cécile Morzadek. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, il fallait aussi essayer de comprendre en fait ces collègues qui bricolent, comme je le disais tout à l'heure, qui cherchent un peu partout, et que finalement, parfois, on va chercher du côté de la classe inversée. Et puis, ce que j'ai constaté avec les collègues de la classe inversée, c'est que plus progressivement, ils ont redécouvert des outils comme le plan de travail, et progressivement, finalement. Ils font leur chemin en fait. Voilà, ils ont fait leur chemin et ils sont allés vers les pédagogies actives. Donc en fait, ils ont retrouvé cet héritage de l'éducation nouvelle. Et donc voilà, il me semble qu'il ne faut pas fermer des portes et qu'en fait, on a tous à s'enrichir mutuellement. C'est un peu le message de cette biennale internationale également, puisqu'il y avait 5 mouvements pédagogiques vraiment phares. Et puis au cours de la biennale, on s'est ouvert à une dizaine de nouvelles associations. Donc ça prend de l'ampleur. Moi, j'y crois vraiment à cette convergence de mouvements pédagogiques. Et j'espère que... Voilà. Alors convergence, le mot est assez important parce que moi, dans le souvenir que j'en ai, il m'est arrivé d'assister à des débats justement entre personnes qui se réclament de l'éducation nouvelle et qui entre elles parfois sont d'une violence terrible et qui ne sont pas du tout d'accord. Hein. Alors moi j'ai remarqué pour avoir fait les 3 biennales, parce que la première c'était à Poitiers il y a je ne sais plus combien d'années, ça date un petit peu maintenant. En fait je trouve que le fait de se rencontrer vraiment ça permet de lever certains malentendus, certains a priori des mouvements les uns par rapport aux autres. Par exemple par exemple, entre le GFEN et l'ISEM Pédagogie Freinet, il y a un vieux conflit. Des vieilles querelles, une vieille querelle qui date des années 60, au moment où Freinet a été finalement exclu du GFEN, viré de ce groupe-là, exclu du Parti communiste, etc. Donc en fait, il y a des vieux conflits sous-jacents qui peuvent, en fait, qui persistent un petit peu dans certains échanges. On peut le ressentir parfois. Mais c'est pour ça que la rencontre est importante. Et moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus apaisé cette fois-ci que les fois précédentes. Alors peut-être pas beaucoup, mais plus apaisé. Un peu plus apaisé. Mais c'est des conflits qui sont aussi des conflits politiques, parce qu'alors derrière ces approches pédagogiques, il y a aussi une vision du monde, il y a aussi une vision de la politique. Et là, je pense à un très beau film sur l'éducation nouvelle, un documentaire de Joanna Gruzinska que je cite régulièrement parce que j'aime beaucoup ce documentaire, qui s'appelle Révolution École, et qui raconte en gros de 1920 à 1940, et où on se rend compte y compris de l'ambivalence de certaines pédagogies et de comment, à un moment donné, Montessori peut se faire récupérer par le fascisme, comment l'Allemagne hitlérienne va aussi récupérer un dispositif pédagogique pour en faire complètement autre chose que ce pourquoi il avait été pensé. Donc en fait, c'est quand même une vision du monde que vous défendez. Oui, et puis on n'est pas tous d'accord tout à fait sur cette vision du monde. C'est ça qui fait qu'on converge, mais il y a malgré tout des divergences qui peuvent persister, mais il faut que ce soit des controverses qui soient utiles, qui soient constructives. Et ces tensions-là dont vous parlez, en fait, on les sent encore aujourd'hui. En fait, on est dans les mêmes problématiques. C'est-à-dire, par exemple, dans la conférence finale de la Biennale, on a évoqué Célestin Freinet qui avait demandé par exemple à recentrer davantage vers la politique, le mouvement d'éducation nouvelle en demandant à ce que soit chanté l'Internationale en 1932. Et donc en fait on est toujours sur ces questionnements. Est-ce que l'éducation nouvelle c'est par exemple la liberté, l'épanouissement de l'enfant, un petit peu dans la ligne du film dont vous parlez, L'école est à nous, où en fait ça va être l'idée plus de l'épanouissement de l'enfant, ou est-ce qu'il faut être dans une conception plus politique de l'éducation? Voilà. Très belle question. Cécile Morzadek, merci d'être avec nous. Nous, on a notre rendez-vous 2 fois par semaine avec Marie-Olivier. On l'a appelé cours particulier parce qu'elle s'intéresse justement à ces pédagogies. Je vais éviter le mot innovante parce qu'elles ne le sont pas forcément, mais en tout cas, on va dire non dominantes dans les systèmes. Et on voyage beaucoup. Elle va nous emmener au Togo, Marie. Cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Marie-Olivier pour ces cours particuliers où on découvre des tas de dispositifs. Vous nous emmenez au Togo aujourd'hui avec un projet qui vise l'autonomisation des jeunes et des femmes au sein d'une région particulièrement défavorisée. Oui, et avant de vous parler de ce projet... faites-nous réviser un petit peu. Le Togo. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui compte environ 8 millions d'habitants. En 2017, près de la moitié de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Et donc j'imagine que le taux de scolarisation n'est pas extraordinaire. Si, il est assez élevé. Il est même très élevé à l'école primaire, donc c'est une bonne nouvelle. Un peu moins dans le secondaire, environ 60%. Mais surtout, l'éducation ne semble pas vraiment être une priorité puisque seulement 4% du PIB y est dédié.
Vous allez nous parler d'une région particulière du Togo, la région des savanes, où les conditions sont particulièrement difficiles. Oui, la région des savanes se situe dans le nord du pays. Cette région, elle représente 15% du territoire. C'est la partie la moins développée du Togo et elle est particulièrement inhospitalière. La vie économique tourne autour de l'agriculture et de l'élevage, même si le sol y est peu fertile. Mais surtout, 65% de la population, donc beaucoup plus que de manière générale, est considérée comme pauvre dans les savanes et certains jeunes se radicalisent, donc il y a un extrémisme violent dans cette région. Et c'est précisément dans cette région que le projet dont vous allez nous parler pour les jeunes et pour les femmes a vu le jour. C'était en 2020. Oui, et c'est pas anodin que ce soit dans cette région. Le projet Savane Motaog a été lancé pour 4 ans en novembre 2020. Une trentaine de personnes y travaillent. Savane Motaog, ça veut dire vivre ensemble dans les savanes. Les organisations Plan International et Action Éducation en sont à l'initiative, en lien avec des partenaires locaux, l'ONG Femmes, Droits et Développement et le collectif des associations contre l'impunité au Togo. L'objectif? Alors, le but ultime, c'est vraiment de favoriser et de renforcer la cohésion sociale sur le territoire. C'est un vaste programme, mais il s'attaque vraiment à des angles particuliers et à des publics aussi. Le premier, c'est la promotion des droits économiques et politiques pour les jeunes et pour les femmes, qui sont les populations les plus vulnérables sur place. Ensuite, le renforcement des capacités des institutions qui travaillent avec cette préfecture de la région. Et enfin, le renforcement de la société civile, mais de manière plus générale. Concrètement, ce sont 6200 jeunes de 15 à 35 ans sans formation professionnelle à la base, et 9000 femmes de plus de 35 ans qui sont concernées. Alors, quelle forme ça prend? Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Alors, par exemple, Nawampo, qui a 26 ans, a participé à un groupe d'épargne. Donc, c'est vraiment un groupe pour mutualiser les ressources entre différentes personnes, donc avec d'autres jeunes. Et ça lui a permis d'obtenir un prêt pour relancer sa boutique. Elle n'avait plus assez d'argent pour le faire et de gérer son argent sans être dépendante de son mari qui habite au Burkina Faso. Donc, ça, c'est le versant jeune femme pour les femmes, d'ailleurs, pour les jeunes. Alors, ils peuvent suivre un curriculum d'éducation et de formation professionnelle avec, par exemple, des cours sur l'entrepreneuriat. Il y a aussi des modules qui traitent du genre et de la culture de la paix. Lancé il y a 2020, ce programme, il y a déjà des résultats? On peut déjà savoir si ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien, même si le projet a été ralenti au départ, un mauvais timing avec la pandémie. Mais une grande partie de la population de la région a été déjà sensibilisée à des sujets importants comme la gestion des conflits, la paix et le genre. La formation aussi, les médias locaux ont été formés sur ces sujets, donc ont véhiculé des messages. Ils ont aussi beaucoup travaillé avec les institutions et les organisations. Et il y a toujours la formation qui est une grande partie de ce programme. Et les jeunes, ils ont été formés à quoi? Ils ont été formés à la sécurité et à la cohésion sociale. Ils ont été accompagnés pour former des groupes d'épargne dont je vous parlais la dernière fois, donc afin de promouvoir vraiment et de soutenir des projets entrepreneuriaux sur place. Donc ça les pousse à être autonomes tout en contribuant au développement local. Donc c'est intéressant pour la région de manière générale. Et pour aller plus loin, une étude aussi a été réalisée sur place sur les métiers porteurs et innovants dans la région afin d'identifier les secteurs d'avenir. Donc il y a eu de beaux progrès, même si nous n'en sommes qu'à mi-parcours. Donc c'est prometteur. Génial, merci beaucoup Marie. Vous suivez un peu dans Biennale internationale de l'éducation nouvelle, il y a international? Oui, il y a international, oui. Alors il y avait des délégations de plusieurs pays, mais... Vous avez vu des choses qui vous ont intrigué, intéressé, encouragé, découragé? Moi j'ai beaucoup parlé avec les Espagnols, puisque je suis prof d'espagnol, et puis avec un collègue aussi du Mexique, et en fait on voit... ce qui nous a semblé finalement à l'issue de cette Biennale internationale, c'est qu'elle n'était pas suffisamment internationale. Qu'en fait on était trop eurocentré, et même... On s'est recentré sur la francophonie et pas mal sur la France en réalité, même si c'était en Belgique puisque c'était à Bruxelles. Et je pense qu'on a du mal encore à s'ouvrir à d'autres mouvements. Bon, là, la difficulté, c'est qu'il y a pas mal de collègues qui n'avaient pas eu de visa pour venir, mais malgré tout, on a senti que c'était vraiment quelque chose à creuser. En tout cas, on voit que les approches, je ne sais plus comment les appeler maintenant que vous m'avez dit qu'il ne faut pas dire innovantes, et vous avez raison, évidemment, on évite de le faire, disons non dominantes. Donc beaucoup des projets que raconte Marie dans son cours particulier, elles se déploient au niveau international. Oui, alors moi j'ai pas forcément assez de vision pour voir tout ce qui se déploie partout, mais de ce que j'ai entendu en tout cas dans les biennales, c'est que en fait cette pédagogie liée à l'éducation nouvelle, elle existe dans beaucoup de pays en lien avec les associations. En fait, chaque association pédagogique ou mouvement pédagogique a une dimension internationale, alors pas toutes, mais par exemple la pédagogie Freinet a la FIMEM, c'est la Fédération internationale des éducateurs de l'école moderne. On a aussi pour le GFEN le lien, pour les CMEA, les filles CMEA. Donc en fait, ces grandes associations... On cite plein de sigles sans vous donner les explications. GFEN, je l'oublie toujours, c'est le groupe en français pour l'éducation nouvelle. Et les CMEA, c'est les centres d'entraînement, méthodes, je ne sais plus quoi, et actives. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que dans ces rencontres internationales, chaque mouvement en fait, fait venir ses militants étrangers. Et donc, normalement, la dimension internationale, elle est vraiment centrale dans ces biennales. Voilà. Merci beaucoup, Cécile Morzadek. J'ai vu que vous connaissez Laurent Reynaud. Oui.
un de vos collègues, Faire collectif pour apprendre, des clés pour mettre la coopération au service des apprentissages, CESF, on l'avait reçu ici même, Laurent Reynaud. Donc voilà, plein d'endroits où on réfléchit à l'évolution de l'éducation. Marie-Olivier, merci beaucoup. On se retrouvera bientôt pour un prochain cours particulier. Cécile Morzalek, merci beaucoup. Bravo pour cette multiplicité de projets. Et à l'occasion, revenez nous parler de tous ces débats dans l'éducation nouvelle qui est quand même, qu'on retrouve maintenant notamment au cinéma, dans l'école est à nous. On l'avait retrouvé aussi dans la cour des miracles. C'est vraiment, on a l'impression qu'il y a même un débat aujourd'hui assez vif sur toutes ces questions. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci évidemment à toute l'équipe, à Marine Plantec pour la préparation de cette émission et qui est en régie aujourd'hui, assistée par Roxane Sarfati. Pour le maquillage, c'était Laure Audemont. Au son, Thibaut Goury-Lafont et au Boscar pour la réalisation. Vous restez évidemment sur School TV et nous, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.